Donc, comme je vous disais, ces guerres incessantes sont extrêmement coûteuses et je vous ai cité l'exemple du cas de la taille, qui est le principal impôt direct et dont le montant triple en 1635. C'est-à-dire qu'en une seule année, le montant que les Français doivent payer est multiplié par 3, ce qui veut dire que pour certains foyers, ça a dû être extrêmement difficile, cette augmentation subite. Alors cette fiscalité s'est renforcée. C'est un élément important de la puissance d'un souverain, le fait que ces caisses puissent se remplir par les contributions des sujets qui vivent dans les quatre coins du royaume. Ça a toujours été un souci des souverains de faire rentrer les impôts. Je vous invite à regarder la première scène de la Folie des Grandeurs, si ça vous intéresse, où vous voyez le représentant du roi d'Espagne qui est en train de relever les impôts par l'intermédiaire de Louis de Funès. Bref, ce petit aparté cinématographique étant lié aux contraintes du confinement et de la rediffusion massive de très vieux films, je reviens sur mon cours et je vous disais donc que cette fiscalité est renforcée et renforce donc la puissance royale. Mais comme ces guerres sont très coûteuses et pèsent de plus en plus sur les ménages, elles sont fortement critiquées à l'intérieur du royaume et la paix apparaît de plus en plus comme un idéal diplomatique désirable. C'est-à-dire que les Français souhaitent la paix, ils en ont ras-le-bol de la guerre. L'État, lui, on l'a vu dans certains documents, eh bien, l'État, il s'endette, hein. Vous voyez ici en bleu les revenus de l'État, en rouge les dépenses. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, eh bien, les dépenses sont très largement supérieures aux revenus, que ce soit la guerre de 30 ans d'Espagne, de Hollande, des réunions de la Ligue d'Augsbourg, de succession d'Espagne. Toutes les guerres ont coûté plus cher que les revenus du royaume. Le summum étant atteint avec la guerre de succession d'Espagne, vous avez une guerre qui coûte plus de 200 millions de livres, alors que les revenus du royaume atteignent misérablement 46 millions de livres. Donc on a des dépenses qui sont entre 4 et 5 fois supérieures aux recettes. Donc forcément, cela entraîne ce qu'on appelle du déficit. Et vous voyez également à travers l'évolution de cette courbe en rouge qui indique eh bien, la différence entre le bénéfice, ce qui est le bénéfice et les déficits. Donc pour être à l'équilibre, il faudrait avoir autant de recettes que de dépenses. Et vous voyez bien qu'il y a eu une misérable période après 1550 où le royaume a eu plus de recettes que de dépenses, mais tout le reste du temps, eh bien, le déficit s'accroît et il s'accroît surtout à quel moment? Eh bien, juste après une guerre. Vous voyez la guerre de 30 ans, paf, déficit. Les recettes augmentent de nouveau, on finit la guerre, guerre de Hollande, boum, on redescend de nouveau. Guerre de l'Aigle d'Augsbourg, on descend encore. Puis guerre de succession d'Espagne, profonde chute. Guerre de 7 ans, de même. Donc vous voyez bien qu'il y a un lien évident entre la guerre et le creusement du déficit. Donc l'État, ben, pour payer ces guerres, eh bien, il doit s'endetter auprès de financiers, hein, c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous voyez, quand l'État dit on débloque 200, 300 milliards d'euros pour le coronavirus pour sauver l'économie française, eh bien, il faut s'endetter auprès de financiers, de gens qui prêtent de l'argent à la France, au Royaume de France. Donc, ça va être des banquiers, des États voisins, alors, on parlait souvent des banquiers juifs, des banquiers lombards. Parfois, il fallait avoir recours donc à des financiers étrangers pour pouvoir supporter le poids de la dette. Et évidemment, une fois que la paix est revenue, ben, il faut rembourser la dette. Ça sera le même cas pour l'argent emprunté par la France pour lutter contre la pandémie. Il faudra rembourser cet argent. Comme dirait un président de la République, il n'y a pas d'argent magique, même si parfois on en trouve plus facilement qu'à d'autres moments. De ce fait, la fiscalité est alourdie dans l'urgence de la guerre et se maintient même après la guerre à un niveau élevé et elle pèse cette fiscalité sur les populations. Ainsi, si on prend l'exemple de la capitation, qui est un impôt créé en 1695 pour financer les derniers conflits de Louis XIV, c'est un impôt qui devait être temporaire et finalement, elle va être payée jusqu'à la suppression des privilèges, des impôts pendant la Révolution française, c'est-à-dire 1791. Donc c'est un impôt qui devait être temporaire et qui finalement, le temporaire a duré, il a duré 100 ans. Vous savez, c'est comme les péages d'autoroute, hein, quand ils ont été instaurés en France, ils étaient censés être temporaires. Cependant, il me semble que quand vous prenez l'autoroute, que vous partez en vacances avec vos parents, vous savez,
Partir en vacances, c'était le fait de partir loin de chez soi pour aller à la mer, au ski, dans de la famille, quelque chose qu'on faisait autrefois. Eh bien, il y avait des péages aux autoroutes il y a 20 ans, il y en a toujours aujourd'hui, et je pense que dans 15 ans, il y en aura toujours. Donc vous voyez, le provisoire, parfois, ça dure. Cependant, hein, donc à partir du XVIIIe siècle, les rois décident de plus en plus seuls de la politique fiscale et ils ne cherchent plus à avoir le consentement d'une assemblée, comme par exemple les États généraux. Et ces États généraux, ils ont été réunis pour la dernière fois en 1615 et ils ne vont être plus du tout réunis jusqu'en 1789. C'est une assemblée qui représente les trois ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état. Ils sont convoqués par le roi donc pour donner leur avis et voter de nouveaux impôts. Mais le roi ne les convoque plus et il fait passer les impôts quand même. Donc jusqu'alors, ils sont réunis pour voter de nouvelles taxes, mais je vous dis, ils sont de moins en moins réunis. Dans les provinces, il existe ce qu'on appelle des États provinciaux. Et eux aussi, ces États provinciaux vont être attachés au domaine royal et ils devraient être consultés, mais ne le sont pas non plus systématiquement sur les questions fiscales. Donc voilà, vous voyez qu'on assiste à un État royal qui se renforce de plus en plus, qui développe son réseau routier, qui développe son administration, qui développe son armée, augmentant considérablement le nombre de soldats, mais un État qui est sans cesse en guerre, qui accroît la pression fiscale et qui finalement est de plus en plus impopulaire. Et je vous l'ai déjà dit, mais la mort de Louis XV en 1715, de Louis XIV, pardon, en 1715, sera vécue comme un soulagement et on pourrait dire qu'il n'était plus vraiment populaire, loin de là, à la fin de son règne. Merci beaucoup, bonne écoute et bonne fin de journée.